Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette quotidienne du mercredi 22 février. Alors au sommaire aujourd'hui, on va parler de Saint-Cergue déjà, avec ce parking de la Givrine qui, pendant ses vacances de sport d'hiver, est inutilisable désormais puisqu'il est entièrement recouvert de boue. Pourquoi ? Les explications du syndic de la commune de Saint-Cergue, Paul Ménard, qui est avec nous en coulisses. Bonjour Monsieur Ménard, merci d'être avec nous. On va ouvrir une page culture aussi à Gland avec le collège L'Étuyère et son enseignante Sylvie Chetla. Bonjour. Vous avez une classe de 8P qui a participé à un programme pour un atelier d'écriture d'un polar avec l'auteur Philippine Degréa qui est avec nous aussi. Bonjour Philippine. On va parler du coup de la manière dont vous avez appris aux enfants à écrire. Et on terminera avec une exposition entre photos, entre images et audio. Ça s'appelle Les cicatrices. C'est à voir à la galerie Esquisse du 23 au 28 février, si je ne me trompe pas, à Nyon. Et on va en parler avec la cofondatrice Andrea Glanville. Bonjour Andrea, en fin d'émission. Merci beaucoup. Monsieur Ménard, je vous en prie, rejoignez-moi pour cette page d'actualité donc consacrée à Saint-Cergue avec ces 450 places du parking temporaire de la Givrine qui sont inutilisables depuis plus d'une semaine. Les températures printanières ont en effet transformé le sol végétalisé en gigantesque mare de boue de plus de 13 000 m². Paul Ménard, comment est-ce qu'on en est arrivé là avec ce parking ? Écoutez, on est dans une situation où on a installé un parking de 600 places pour remplacer le parking qui avait lieu qui était installé le long de la route cantonale. On est en lieu de pâturage. Donc, lorsqu'en 2008, le plan partiel d'affectation a été voté, décidé et approuvé par le Conseil d'État, donc que nous devons appliquer, il a été décidé de mettre en place un parking en deux sections. Un parking permanent de 150 places, ouvert, asphalte. Oui. OK. Et puis, la deuxième section qui est ouverte dans le PPA, dans le plan partiel d'affectation, sur une base temporaire. Et comme précisé à l'époque, en 2008, ce parking devait être végétalisé. Et qui a décidé de ça, justement? À l'époque, c'était une décision qui était sans doute discutée entre les différents acteurs, à la fois la commune de Saint-Cergue, la commune de Gévrin, qui est propriétaire du terrain, canton. Le canton, évidemment. Les associations environnementales qui ont demandé aussi tout ça. Donc, nous, on se retrouve avec une nécessité de mettre en place un parking qui est nécessaire, parce qu'il faut s'imaginer où on en était il y a 3 ans, où les gens se parquaient le long de la route, et donc c'était effectivement dangereux, et la route était bondée. C'est ça, avec des gamins qui courent à 30 cm de la route. Faire ce parking, on comprend. Végétaliser, on peut comprendre peut-être pour les raisons que vous avez évoquées, qui justement appartiennent aux décideurs, en fait, à l'origine de ce projet. Mais là, maintenant, depuis que les travaux ont été faits, on savait ce qu'il fallait faire, on savait ce qu'il fallait réaliser, on savait qu'il allait neiger aussi sur cette terre. Le problème, c'est pas quand il neige. En fait, quand il neige, qu'il fait froid, c'est parfait. Donc, le parking, la section végétalisée, elle est restée ouverte, sauf les 3 dernières semaines. Et puis, on a un hiver un peu spécial. On est en pleine période de changement climatique. Donc, les hivers sont de plus en plus courts. Et puis, pour des hivers courts et chauds, la végétation n'est sans doute pas la meilleure des solutions techniques. Oui, donc c'est effectivement les températures élevées qui a créé ce dégel. Mais quand même, on ne pouvait pas le prévoir, ça? Écoutez, on pouvait sans doute le prévoir, mais est-ce qu'on avait, je rappelle aussi, comme je l'ai indiqué au départ, les conditions légales qui devaient être suivies. C'est-à-dire, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a à peu près 5 cm de terre végétale. Puis c'est ça qui s'est transformé en boue. Dessous, on travaille avec du tout venant, donc c'est quelque chose de solide. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, Paul Ménard, c'est d'ailleurs, la commune de Saint-Cergue a publié un communiqué la semaine passée pour justement s'excuser que ce parking de 450 places soit inutilisable. Mais vous dites, je cite le communiqué, la situation actuelle avait déjà été identifiée comme une possibilité lors de la phase de planification. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces alertes n'ont pas été prises au sérieux? Non, elles ont été prises au sérieux, sauf que je reviens des solutions techniques pour des parkings végétalisés. Il n'y en a pas des dizaines. Puis aujourd'hui, on voit l'effet.
Et puis, évidemment, comme on a dit à l'époque, au moment de l'adoption du préavis, c'était en 2021, donc avant cette législature, avait été quand même, la commission d'urbanisme avait dit, bon, on avait quand même vérifié, par exemple, à Charmey, que ce n'était pas la solution la plus adaptée. Puis de l'autre côté, on a une obligation légale d'aller malgré tout sur un parking végétalisé. Pour quelle raison d'ailleurs? Bien, parce qu'on est en milieu de pâturage, parce que on demandait à l'époque, en 2008, d'avoir un impact minimal sur l'environnement. Sur la transformation de l'environnement. Sur la transformation de l'environnement. Donc, on se retrouve avec des décisions qui sont souvent prises à l'extérieur de la commune de Saint-Cergue, par des gens qui sont peut-être pas... Vous visez le canton, clairement, Paul Ménard? Bien, écoutez, c'est pas que je vise le canton, mais c'est juste qu'à un moment donné, il y a des solutions qui sont imposées aux communes qui sont peut-être pas les plus adaptées, puis que si on écoutait davantage les gens du lieu, on dirait sans doute qu'on aurait fait en tout venant. Bon, alors, effectivement, il fallait faire ce parking végétalisé, mais on pouvait quand même prévoir, effectivement, que cette situation-là, ce scénario-là puisse arriver. Il n'y avait pas de plan B. Comment ça se fait qu'on ait pas pu réagir? Le plan B, aujourd'hui, c'est qu'on reposait aussi... Il faut savoir aussi que l'objectif si on prend le plan partiel d'affectation, de mémoire, il doit être ouvert au plus tard jusqu'au 30 avril, au plus tard. Aujourd'hui, comme il n'y a plus de neige, les gens se parquent sur il y a largement de la place pour se parquer sur le parking asphalté, qui, lui, fonctionne bien, évidemment. Mais aujourd'hui, comme je dis, on était dans une situation où des solutions techniques pour ce type d'exigence légale, il n'y en a pas des dizaines. Puis c'est vrai que là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va travailler avec le maître d'œuvre à ce sujet pour trouver des solutions. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de neige, on pouvait prévoir aussi le fait qu'il y ait un redout à un moment donné. C'est pas quelque chose de nouveau qui arrive à Saint-Cergue. Disons qu'en 2008, sans doute que les hivers chauds étaient moins fréquents. Puis on n'avait peut-être pas envisagé en 2008 d'avoir des températures de 10-12 degrés mi-février. Parce que c'est vers ça aussi qu'on se dirige. Donc, Donc, comment prévoir maintenant? Comment réparer, finalement, ce parking? Alors, pour l'instant, on est en discussion avec le maître d'œuvre, en train de réévaluer. Je n'ai pas de solution technique aujourd'hui comme ça, mais c'est certain qu'aujourd'hui, une des solutions qui pourrait être, c'est de peut-être faire l'impasse sur le caractère végétalisé, parce que ça fonctionnait bien le long de la route cantonale en tout venant. Mais il faut voir aussi si, parce qu'il n'y a pas que nous qui décidons, parce que je prends, par exemple, lorsqu'on a fait la modification du PPA de la Givrine récemment pour la mise en place d'un hôtel, il y a des oppositions, il y en a aussi. Alors, on va regarder ce qu'on voit à l'écran, là, justement, Paul Ménard. C'est un peu tout ce nouvel aménagement, ce préavis dont vous parlez, qui date de 2021, qui est dans le but de réaménager ce parking, en fait, de la Givrine, pour notamment les activités touristiques, on l'a dit, que ce soit l'hiver, mais également l'été. Alors, c'est un budget qui est conséquent. Si on regarde la totalité du projet, on est, sauf erreur, à un budget total de 3,2 millions. Y participe la commune, région de Nyon, également le canton et d'autres fonds tierces. Maintenant se pose la question, puisque la volonté avec cet investissement conséquent, c'était de pouvoir le rentabiliser avec des revenus comme ceux du parking et du parking payant. On imagine là, c'est un manque à gagner énorme pour vous, ce qui arrive. Non, pas tant que ça, parce que comme je dis, là aujourd'hui, sincèrement, la fréquentation du parking de la Givrine est plutôt limitée parce que les pistes de ski de fond, c'est fini. Il n'y a pas eu de neige. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où le parking asphalté est, est peut-être complet dans les bonnes journées à 60 60 okay? dans les week-ends. Et puis, le parking temporaire, de toute façon, dans le règlement d'application, c'était un parking temporaire. Et puis, aujourd'hui, si on prend, par exemple, les travaux d'ensemencement talus, sur tout le montant que vous avez indiqué tout à l'heure, on était à
60 000 francs, Ouais. 70 000 francs. Donc, J'imagine quand même que du côté de région de Nyon, de la commune de Givrin, du canton, ça doit un peu grincer des dents, ce qui arrive avec ce parking, non? bon, je n'ai pas encore eu d'écho négatif. De toute façon, contre le climat ou des situations climatiques difficiles, trouver des coupables, c'est pas l'objectif. Hein. Puis je pense que tout le monde est conscient que dans le cadre de ce parking temporaire, la solution imposée qui a été définie en 2008, c'est sans doute pas la solution la plus adaptée en 2023, vous voyez. Donc, puis là, il va y avoir des ajustements. Ouais. On imagine, pour ces futurs aménagements, je sais qu'il y a plusieurs phases. Hein. Là, on était dans la deuxième phase, c'est-à-dire le réaménagement de ce parking, la création de ce parking temporaire. C'est quoi la suite, Paul Ménard, à la Givrine? La suite, à terme, il devrait y avoir une phase 3. Hein. Ça, je parle de moyen terme parce que c'est la commune de Saint-Cergue qui doit avancer le projet. La phase 3, c'était la mise en place d'un bâtiment, théoriquement jusqu'à 1200 mètres carrés. Bâtiment touristique, d'accueil? Touristique d'accueil pour lequel l'intérieur n'a pas encore été défini. Donc on en est où là-dessus? On est encore au niveau embryonnaire, j'allais dire. Il y a eu des études qui ont été faites. Ce que les gens demandent, c'est d'avoir des toilettes, d'avoir peut-être un lieu pour vendre des produits locaux, une salle hors sac. Mais il faut que ça reste simple. Il ne faut pas que ça soit une infrastructure qui doit être très coûteuse, parce que je pense que dans le contexte actuel... Donc on peut imaginer un bâtiment à l'horizon, de voir ce bâtiment quand ça? Peut-être 2026, 2027. 2026, 2027. Mais pas avant. Hein. Et le parking de la Givrine, rétabli pour quand? Écoutez, on va travailler dessus dès que l'hiver est fini, mais dès le printemps. Dès le printemps. Bon, les parkings, c'est souvent un problème à Saint-Cergue, hein, on a l'impression, Paul Ménard. C'est parce qu'on est en train de changer, on va dire, la culture. Hein, c'est-à-dire que on est dans une situation où, pendant des années, les gens ont pu occuper le domaine public un peu partout de manière gratuite, mais ça va être une histoire du passé. Mais maintenant, oui, c'est vrai que vous êtes passé au parking payant, et c'est ça qui notamment... Écoutez, les parkings payants, il faut aussi relativiser la chose. C'est-à-dire que, pour le parking de la Givrine, ça a tout le temps été dans les plans, d'1 franc 50 l'heure. Concernant le village lui-même de Saint-Cergue, on est à 90 minutes gratuites quand même. 1 franc l'heure, et puis gratuit entre 18h et 8h le matin. Donc, je ne peux pas dire que c'est rédhibitoire pour une famille qui monte à Saint-Cergue et puis qui vient faire du ski. Parce que aussi, il ne faut pas oublier qu'une voiture... Ce sera le mot de la fin, Paul Ménard. Une voiture, c'est quand même assez coûteux. Puis, ce qui est important de savoir, c'est que on est aussi dans un changement. Hein. Il y a aussi les transports publics, le Nyon-Saint-Cergue, puis le dépaysement se fait dès qu'on monte dans le train à Nyon pour monter à Saint-Cergue, dans le Nyon-Saint-Cergue. Et d'ailleurs, justement, le mot de la fin, je vous le donne, c'est prenez le train si vous voulez aller à la Givrine, en tout cas jusqu'à ce que ce parking boueux soit remis. Non, mais pour l'environnement aussi. Et pour l'environnement aussi. Le conseil du syndic de la commune de Saint-Cergue. Mais il y a de la place sur le parking asphalté. Effectivement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. On va accueillir Philippine de Gréa et Sylvie Chetla. Venez, mesdames, rejoignez-moi sur ce plateau pour parler justement de cette classe de 8P, la vôtre, Sylvie Chetla, donc des Tuyères à Gland, puisque donc vous, Philippine de Gréa, qui êtes autrice originaire d'Aubonne, vous avez accompagné les élèves de Sylvie dans l'imagination et la rédaction d'un polar. Vous allez donc nous raconter cette expérience avant la publication de cet ouvrage par la maison d'édition Ozu, donc prévue pour le mois de novembre. Alors, Sylvie, il y a 9 classes de Suisse romande qui ont été sélectionnées à participer à ce projet. Pourquoi votre classe, à vous ? Voilà, ça fait... Leur idée de base était vraiment excellente. J'ai adoré l'idée qu'ils ont eue. Je me suis dit, ah ouais, ça c'est top, il faut qu'on essaye. Donc c'est vous qui avez postulé en fait ? Donc c'est nous qui avons postulé, oui. D'accord. Il fallait faire quoi pour être sélectionné ? Il fallait rédiger une nouvelle, rédiger le synopsis et puis le début du premier chapitre, en fait la première page du premier chapitre. Ouais. Et puis du coup, j'ai lancé le défi à mes élèves qui se sont pris au jeu directement. Et pourquoi vous avez voulu participer à ça ? Parce qu'en fait, j'aime bien tout ce qui sort des sentiers battus. Donc apprendre autrement. Ça, c'était une expérience. Je me suis dit, c'est juste génial comme expérience, il faut qu'on essaye.
Et puis du coup, je suis partie dans le projet. Ouais. Alors, c'est Philippine de Gréa qui a été choisie pour être l'autrice qui allait accompagner justement les enfants. On vous connaît pour pas mal de bouquins, notamment ces bouquins pour enfants autour de la figure de Madame de Staël. Philippine, vous, comment est-ce que vous avez été sélectionnée pour participer à ce projet à Gland ? Alors, en fait, on est 10 auteurs d'une série qui s'appelle Frisson Suisse. Ce sont des polars jeunesse. Et donc, en fait, chacun des auteurs Frisson Suisse de chez Ozu Suisse ont participé au projet. Donc, en fait, en réalité, il y a eu une centaine de classes qui ont participé. Oui. Et puis ensuite, Ozu a découpé, si vous voulez, les classes qui ont participé par région. Donc, moi, j'ai eu une dizaine de synopsis et donc de candidatures, comme chacun de mes collègues. Et puis, on a lu les synopsis. Donc, c'était tous des gens qui étaient des classes qui étaient plutôt autour de nous, oui, régionalement, enfin géographiquement. Oui. Et puis, pour qu'on puisse aller voir les élèves plus facilement. Et ça a été quoi votre travail, du coup, concrètement avec les élèves ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, leur idée était excellente de base et puis une excellente ambiance dans la classe. Après, moi, mon travail, c'était vraiment de les aider à mettre ça en forme, de ressortir, d'aller un petit peu, d'approfondir les caractères des personnages, de mettre un petit peu, j'allais dire, de professionnalisation, parce que leur idée était géniale. Mais après, c'est vrai qu'Ozu nous a mis pour la le barre... mettre en forme, il faut aussi un peu d'expérience dans l'écriture. Et puis surtout, en fait, Ozu nous a mis la barre assez haut, parce qu'en fait, c'est non seulement une nouvelle qu'il faut écrire, donc une nouvelle de par son format très réduit, je trouve que ça propose quand même un petit peu des défis, parce qu'il faut que ça soit intéressant, il faut intégrer justement tous les éléments que les élèves voulaient intégrer dans leur nouvelle. Puis après, il faut qu'il y ait une chute un petit peu qui vous laisse « waouh, ah ouais ». Oui, c'est un polar. Quand même. C'est un polar, donc il faut qu'on ait envie de le lire. Et puis après, il y a toute une partie illustration qui dépasse la partie écriture et qui, là, justement, on est vraiment dans de la professionnalisation, parce qu'on doit trouver les illustrations, les proposer, les décrire pour que l'illustrateur professionnel d'Ozu ensuite puisse illustrer la nouvelle. Alors, ce sont des enfants qui ont entre 11 et 12 ans. Sylvie Chetla, vos élèves, concrètement, donc, ils ont vraiment écrit ça tout seuls. C'est-à-dire que Philippine a supervisé la chose, mais les idées venaient d'eux. Alors, toutes les idées venaient d'eux. La première idée, en fait, on a fait des tableaux avec toutes les idées qu'ils ont eues de lieux, d'histoires, de personnages, etc., pour au final, après, sélectionner. Et puis, quand le sanatorium a été choisi, on allait sur Internet, on allait regarder comment ça se présentait. Du coup, ils ont eu l'idée de se dire « Ah ouais, on pourrait faire un escape game. Un escape game, et puis de l'urbex. Du coup, après, ils sont partis sur leur personnage d'urbex. Et puis, ils ont vraiment tout créé eux-mêmes. J'allais dire, elle parle de quoi ? Elle parle de quoi, cette histoire ? C'est un escape game dans un ancien hôtel, en fait, à l'abandon, le sanatorium à l'Aisin. D'accord. À l'Aisin. Philippine, ça vous a parlé tout de suite, cette histoire ? Vous vous êtes dit, il y a la bonne idée, mais qu'est-ce que vous avez pu amener ? Alors, en fait... Donc, un petit peu de la profondeur à l'histoire. Et puis après, l'histoire, la nouvelle, je peux le dire, que je l'ai écrite. Oui, c'est ça, vous avez écrit la finalité de la chose. Parce qu'en fait, les délais étaient extrêmement courts. Donc, je me suis rendue 3 fois, je crois, dans la classe. On va se revoir encore une fois. Ouais. Mais donc, je me suis rendue 3 fois pour vraiment mettre toutes les phases du scénario, bien saisir les idées des enfants. Et puis après, vraiment la phase d'écriture. À cause du temps qui était tellement réduit, c'est moi qui l'ai écrit. Et après, je l'ai soumis. Alors, j'étais un peu stressée parce que je l'ai soumis aux enfants. Et puis après, j'étais là, est-ce qu'ils vont aimer ? Parce que c'est leur histoire, mais c'est mon écriture. Mais transformée avec votre écriture. Voilà. Comment on fait pour intéresser des enfants à l'écriture, qui est votre passion ? Alors là, je dois dire, j'ai eu le travail très facile parce qu'ils étaient déjà intéressés de base. Ils étaient vendus à la cause directe. Oui, alors complètement. Et puis, je pense aussi le fait d'être partie prenante, de savoir qu'ils vont être dans un livre qui va être édité avec leur nom dedans, je pense que c'était très, très motivant. Ouais. Après, d'une manière générale, dans d'autres classes, parce que je fais beaucoup d'ateliers scolaires, en général, c'est un petit peu la nouveauté, le fait de voir quelqu'un qui écrit des livres et puis qui va dans des salons, je ne sais pas, en général, ça motive. Ça amène quoi, justement, vous qui êtes institutrice, Sylvie Chetla, qu'est-ce que ça apporte, en fait, à vos élèves, l'écriture, l'atelier d'écriture ? Mais en fait, déjà, au début, avant qu'on commence à écrire, Philippine nous a expliqué comment était conçu un livre, toutes les parties. Donc là, c'était aussi, on voit le livre qu'on arrive chercher au magasin, mais on avait vraiment tout ce qui se passe avant, tout le travail qui est fait en amont. Donc ça, c'était
très intéressant pour les élèves. Mais les bénéfices qu'ils en tirent, justement, eux, selon d'avoir vous? réalisé cette expérience, ils sont super fiers d'avoir... c'est leurs idées. C'est là le professionnalisme. Elle a repris vraiment toutes leurs idées. Des fois, ils essayaient de l'embrouiller en lui mettant des petits pièges et tout. Puis moi, j'étais mal à l'aise. Puis elle me disait « Non, mais c'est génial, moi, ça ne me stresse pas du tout. Vous verrez, je vais réussir et tout. » C'est juste génial de voir le produit final. D'ailleurs, quand elle l'a lu à mes élèves, il n'y avait pas un bruit tout le long de la lecture. Tout le monde était attentif. Super attentif. Et à la fin, ils ont applaudi. Ouais. Ils ont dit, c'est incroyable, incroyable. Bon, bah voilà, incroyable. Cette histoire, elle a un nom, Philippine? Oui, alors c'était parce qu'on avait fait toute une liste de titres. Et qu'est-ce qui a été retenu, vous vous souvenez? Qui a été gagné? Panique à l'aisin. Oui, c'est ça, c'était Panique à l'aisin. Donc à retrouver en novembre, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Dans un recueil de nouvelles, Frisson Suisse, avec les 9 autres classes. Voilà. Qui sera quoi, au Salon du Livre Alors non, ça sera novembre. Et puis là, le Salon du Livre, il est revenu à... Alors celui de Genève, oui. Il est revenu à Palexpo, ça sera fin mars. Alors là, on ne l'aura pas encore. Ouais. Par contre, dans les 10 classes qui ont participé, en fait, maintenant, on est en phase. Moi, j'ai soumis la nouvelle donc, à Ozu. Elle va être anonymisée à nouveau en enlevant toutes les références de lieu, l'auteur, etc. Et sur les 10 nouvelles, il y a un jury qui va toutes les lire et qui va choisir la nouvelle gagnante qui donnera son titre au recueil, et la classe qui gagnera donc d'être la nouvelle qui a été choisie pour le titre, etc., sera invitée à Palexpo pour recevoir des présents et puis ah oui, donc il y a effectivement tout un suivi, il y a des choses à gagner. Oui, c'est génial. Bon, et affaire à suivre. Alors Philippine Degréa, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et Sylvie Chetla, bravo à votre classe hôtelière à Gland. Et puis très bonne journée à vous. Merci d'avoir été en notre compagnie sur NRTV. On passe tout de suite à une exposition, ça s'appelle Les Cicatrices. C'est à voir du 23 au 28 février à Nyon. Andrea Glanville, rejoignez-moi. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes créatrice de contenu audiovisuel et vous avez participé à cette exposition, Les Cicatrices, où 16 femmes témoignent de leurs blessures, à la fois en images, ce sont les photographies de votre collègue Stéphanie Page, et aussi en audio, justement, mais racontées par votre voix, c'est-à-dire que vous avez entendu ces femmes et ensuite vous avez retranscrit leur histoire. On y voit notamment des cicatrices liées à des accidents, à des césariennes, à des brûlures, à d'autres violences comme le viol notamment ou l'automutilation. Pourquoi avoir décidé de montrer ces blessures et ces témoignages de femmes ? Avec Stéphanie Page, on désirait vraiment mettre en avant des sujets qui sont encore très tabous, notamment en Suisse romande. Donc, elle et moi, on s'est rencontrés, je fais une petite parenthèse, en 2020. Moi, j'avais envie de me réapproprier mon corps, j'avais une envie d'ancrage. Et c'est lors d'un shooting photo, plusieurs shootings photos même, où on s'est rencontrés. Et puis après, on a eu vraiment envie de travailler ensemble. C'est-à-dire que vous avez des cicatrices vous-même? Exactement. Si moi, je témoigne aussi dans cette exposition. Et en parlant avec Stéphanie, on a eu envie de mettre en commun nos talents, ces magnifiques photos et mes créations audio. Et puis, les femmes et les cicatrices ont sonné vraiment comme une évidence pour nous, en fait. Alors, on voit justement, à l'image, les téléspectateurs peuvent le voir, il s'agit donc de ces photos avec des QR codes, justement, qu'on peut donc flasher avec son smartphone, pour, en même temps qu'on voit les photos, ensuite, on entend ces témoignages. Ces 16 femmes, comment est-ce que vous les avez trouvées ? Alors, on a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux. On en a aussi parlé autour de nous. Et puis, on a été vraiment très surprise de toutes les réponses reçues, de toutes ces femmes qui avaient envie... Qui osaient franchir le pas. Exactement, qui avaient envie de témoigner de leurs blessures visibles et invisibles pour penser soigner leurs blessures, mais aussi pour aider les autres. Donc on a dû, à un moment donné, vraiment faire un choix. Et on a retenu 16 cicatrices. Il y a des cicatrices qui se sont aussi imposées à nous, qu'on n'avait pas imaginées au départ, comme une enfant qui n'a pas été désirée, ou l'infertilité, par exemple, parce que les témoignages étaient extrêmement forts. Qu'est-ce qui vous a touché dans ces témoignages, justement ? Eh bien, c'est l'authenticité de toutes ces femmes, leur résilience,
parce que malgré leurs épreuves, elles ont réussi à rebondir grâce à des ressources intérieures, mais aussi à des ressources extérieures. Et c'est ça qui m'a touchée, en fait. Ouais. Alors, vous dites libérer la parole, s'assumer, assumer son corps, ses blessures, briser le tabou dont vous parlez. Justement, ce tabou, est-ce qu'il est plus fort lorsqu'il s'agit d'une blessure sur une femme et sur un corps de femme ? Je ne pense pas que ça soit plus fort sur le corps d'une femme. On a été aussi très surpris, Stéphanie Page et moi, lors de nos vernissages, parce qu'il y a des hommes à la fin qui viennent vers nous pour nous remercier, pour partager avec nous. Et ils ont autant de blessures que les femmes. Donc, on brise aussi un tabou et peut-être que les hommes vont maintenant finalement oser plus en parler. C'est vrai. Ouais, oser plus en parler. Ces 16 femmes, on le précise quand même, elles viennent la plupart de la région de la Côte. Exactement, elles viennent la majorité de la région et Stéphanie aussi. Donc on est vraiment très contents de pouvoir présenter cette exposition audiovisuelle ici à la Galerie Esquisse. À la Galerie Esquisse à Nyon, oui. Ouais. Dernière question que je voulais vous poser. Quel est peut-être le témoignage le plus fort ? Je sais que ça va être peut-être dur de choisir, mais est-ce qu'il y en a un particulièrement qui vous a bouleversé plus que les autres ? Vraiment. C'est le témoignage de Gabi qui m'a énormément touchée. Cet enfant qui n'a pas été désiré dans le ventre de sa maman. Et c'est vrai que je dirais, en tout cas avec mon travail de voix, mettre en voix cette histoire, me remettre corporellement dans le corps de Gabi, je dirais presque. Ça a été vraiment bouleversant et j'ai fait tout un travail corporel avec ma professeure de slam pour arriver à poser cette histoire. Parce que vous faites du slam aussi ? Oui, c'est ça, oui. Je fais du slam sur Genève, des improvisations, voilà. Ouais. Donc, oui. Ça donne quoi si vous improvisez ? Non, je suis désolée, je ne pourrais pas faire ça. Ça va être trop dur. J'ai utilisé vraiment ces techniques de slam pour réécrire ces histoires en gardant, malgré l'intensité de ces témoignages, une certaine poésie dans les textes avec des rimes. Ouais. Et Stéphanie, elle a vraiment varié ses photos avec le noir et blanc, avec le flou, avec le portrait. Donc, on a essayé de garder une panoplie pour pouvoir montrer ces femmes avec leur sensibilité. Ouais. Andrea Glanville, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que les cicatrices, c'est à voir à la Galerie Esquisse à Nyon du 23 au 28 février. Il y a peu de jours, alors dépêchez-vous si vous voulez aller voir donc les cicatrices de ces 16 femmes. Merci encore. Et merci à vous de nous avoir suivis durant cette quotidienne. Voilà, je vous souhaite une agréable journée, soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez ce programme et je vous dis à très vite sur NRTV.